C'est le moment de réduire son ISF et Midi Capital vous propose 3 instruments pour y parvenir. Karine Allais, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes la directrice de la distribution chez Midi Capital dont l'ADN est l'investissement dans les sociétés non cotées. Voilà, notre métier, c'est de proposer à des souscripteurs pour défiscaliser leur IR ou leur ISF ou pour investir d'ailleurs dans le cadre du report d'imposition, des PME. On va à la recherche de ces PME, on les sélectionne, on les analyse, on les audite et on permet l'investissement, soit par le biais de fonds, soit par l'investissement, dans le cadre d'un investissement en direct. Et vous avez une équipe de gérants assez étoffée pour ce faire. Hein. Alors une équipe très dense, en fait, les principales caractéristiques de Midi Capital, et c'est aussi nos points de différenciation, c'est effectivement une équipe dense, on a 17 gérants, c'est assez hors norme dans la profession, pour 98 PME en portefeuille, donc c'est des ratios de 1 gérant pour 6 participations, ce qui laisse beaucoup de temps pour accompagner les PME, on est très actifs dans l'accompagnement, et du temps aussi pour sourcer les PME et pour rencontrer le maximum de chefs d'entreprise, drainer le maximum de dossiers, pour réaliser les meilleurs investissements. Donc c'est une approche résolument qualitative. Exactement, résolument qualitative. On a une autre approche assez différenciante qui est d'être implanté physiquement dans chacune des régions d'investissement de nos fonds. C'est-à-dire qu'on a des bureaux à Paris, à Lyon, à Nice, à Marseille et à Toulouse, toujours pour la proximité, le sourcing et l'accompagnement des chefs d'entreprise. Et vous investissez dans 3 grands secteurs d'activité qui sont la santé, le digital et l'art de vivre français. Alors pourquoi ces secteurs spécifiquement ? Alors la santé, on recherche des secteurs porteurs. L'idée de ces fonds d'investissement, c'est de bénéficier de tout le potentiel de croissance que peut générer une PME. Et on a identifié que sur les secteurs de la santé et du digital, notamment, c'est là où on avait le plus de perspectives de croissance. Alors, pour y investir, tout d'abord, on s'est doté de comités d'experts. On a des gérants dédiés qui connaissent parfaitement bien le secteur de la santé et le secteur du digital. Pour les épauler, on a des comités d'investissement, c'est-à-dire on a 14 personnes qui sont extérieures, qui sont des chefs d'entreprise, des conseils, des professionnels du secteur de la santé, qui vont épauler donc l'équipe des gérants dans le sourcing des PME, dans l'analyse des dossiers, dans les audits qu'on réalise auprès des entreprises et dans l'accompagnement des PME. Ça, c'est un point de différenciation assez fort. C'est toujours la même approche qualitative. Voilà, exactement. Après, quand on investit sur ces secteurs, on va rechercher pas mal de diversification quand même. Quand on investit sur la santé, ce qui nous intéresse, c'est l'hébergement. Dans ce cas-là, on recherchera des groupes de cliniques, de maisons de retraite, la visibilité, le rendement, des taux de remplissage élevés. Ensuite, on va cibler les dispositifs médicaux et là, on recherche vraiment la plus-value, des potentiels de croissance et de valorisation très forts. On a des sorties qui se font soit via des introductions boursières, soit via des acquisitions industrielles à des niveaux de valorisation assez élevés. Les services, on a par exemple, on est sorti là très récemment d'un groupe de laboratoires d'analyse médicale. On peut aller chercher aussi beaucoup de plus-value. On aime les marchés en consolidation. Et dernier secteur d'activité sur la santé, c'est tout ce qui est bien-être. On a la chance d'avoir une ancienne membre du directoire de Pierre Fabre Dermocosmétiques dans notre comité qui connaît le secteur par cœur et qui nous aide à investir principalement sur ce secteur. À côté de ça, quand on parle de digital, c'est aussi des sociétés qui sont en croissance, qui sont très innovantes, très dynamiques. On s'intéresse à des sujets comme le big data, les objets connectés, le cloud, la cybersécurité, le software d'entreprise, voilà. Panel assez large sur des régions fortes sur ce secteur d'activité. Reste l'art de vivre français. Alors là, l'art de vivre, c'est un petit peu différent. On y investit via l'investissement en direct, qui est un produit assez particulier, puisque là, on a un rendement prédéterminé. Donc, on ne va pas chercher un plafond, on ne va pas chercher un rendement extraordinaire, on va chercher de la visibilité. On essaie de sécuriser au plus le retour sur investissement du produit. Alors, on verra cette solution plus en détail tout à l'heure, Karine, mais commençons par le FIP Capital Santé PME4 et le FCPI Santé et Digital, tout d'abord parce qu'ils présentent le même avantage fiscal. Oui, alors ils permettent à leurs souscripteurs de bénéficier de 50% de réduction d'ISF sur le montant de leur souscription hors droit d'entrée, avec un plafond de réduction de 18 000 € pour chacun des produits. Ils ont également une exonération d'impôt sur les plus-values et les revenus perçus à la sortie.
Alors ça, c'est l'avantage fiscal pour le point commun. Ouais. Quelles sont les différences? Alors les différences, bon, les secteurs d'activité, le FIP Capital Santé PME4 investit uniquement sur le cible prioritairement des sociétés du secteur de la santé. Le FCPI Santé Digital, ce sont les deux secteurs. Alors les grandes différences quand on parle de PME et de secteurs, c'est que par exemple dans le FIP Capital Santé PME4, on pourra retrouver de l'hébergement, alors que le FCPI, très probablement il n'y en aura pas parce que ça sera compliqué d'avoir le label entreprise innovante nécessaire au FCPI sur ce type d'activité. Le FCPI va cibler peut-être des entreprises un petit peu plus jeunes avec plus de potentiel, avec un risque un petit peu plus élevé. Dans le FIP, on cible des sociétés un petit peu plus matures. On pourra avoir du développement et de la transmission d'entreprises. Dans le FCPI, c'est plus du capital risque et du capital développement. Les zones d'investissement sont différentes aussi. Le FIP Capital Santé PME4 investit sur Île-de-France, Bourgogne, Rhône-Alpes, PACA. On est contraint par 4 régions limitrophes. Le FCPI, lui, peut investir dans toute l'Europe. Le FCPI peut investir sur des sociétés cotées ou non cotées. Le FIP, a priori, plutôt des sociétés non cotées. Si jamais elles sont cotées, il faut qu'elles soient cotées sur un marché réglementé et c'est assez encadré, c'est plafonné. Voilà les grandes différences. La durée de vie n'est pas la même. La durée de vie n'est pas la même puisque le FIP Capital Santé PME4 est bloqué 6 ans, prorogeable 2 fois 1 an. Le FCPI avait la même durée de blocage initialement, mais c'est un fonds qui est commercialisé depuis déjà 12 mois. Le minimum reste 5 ans et demi, puisqu'on a une contrainte de blocage fiscal pour les souscripteurs, mais le maximum, désormais, c'est 7 ans. Alors abordons maintenant, Karine, la troisième solution, c'est le mandat de gestion Club Deal 2015. Et via ce mandat, les souscripteurs investissent directement au capital des PME du portefeuille. Voilà, alors là, il n'y a pas de fonds entre le souscripteur et la PME. On lui propose un panier diversifié. L'année dernière, il y avait 19 PME. Cette année, ce sera certainement entre 20 et 25. PME qui lui sont présentées avant son investissement, s'il le souhaite. Il va devenir actionnaire directement de chacune des PME sans véhicule. Alors, ça ouvre un avantage fiscal c'est un produit aussi qui ouvre un avantage fiscal de 50% du montant de l'investissement, mais le plafond de réduction d'impôt est de 45 000 €, alors que sur les fonds, il n'est que de 18 000 €. Donc ça peut être un bon complément. En tout cas, ça convient très bien aux plus gros ISF. Alors ça, c'est pour la partie fiscale. Alors ensuite, concrètement... Donc en termes de plus-value, est-ce qu'on a des espoirs de gains aussi importants qu'avec le FIP et le FCPI? Alors non, le montage il est différent. En fait, on va cibler des sociétés très matures qui ont déjà un historique de performance, un modèle très avéré. Pour donner une petite idée, l'année dernière, on a financé des réseaux comme Sushi Shop, comme Fusalp, les vêtements de ski, comme Smuggler, comme Bagelstein. C'est des modèles assez simples, assez facilement duplicables. On recherche des sociétés qui ont des fonds de commerce, par exemple, qui ont des marques, qui ont des actifs comme des établissements, des murs d'établissements quand on parle d'hôtellerie. En fait, c'est un produit qui offre un rendement prédéterminé qui fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire que le souscripteur qui investit 100 en 2015, à l'issue de sa période de blocage, les autres actionnaires dans chacune des PME, des actionnaires historiques, ont la possibilité de leur acheter 120. Donc il a investi 100, il a défiscalisé 50, donc il a un coût net de fiscalité de 50, d'un petit peu moins puisque c'est un produit qui est exclu de l'assiette de l'ISF aussi pendant la durée de détention. Et au bout de 5 ans et demi, les autres actionnaires le rachètent 120. Voilà comment est construit le mandat. Il s'agit d'une option en fait à 5 ans et demi. Pour que cette option se passe, on a en place un mécanisme assez dissuasif pour les chefs d'entreprise qui le pousse à sortir les souscripteurs Club Deal à 120 à 5 ans et demi. Concrètement, c'est une option d'achat qui évolue avec un prix qui augmente de façon dissuasive et in fine, c'est la vente forcée de la société avec une priorité pour les souscripteurs Club Deal sur l'encaissement du prix de cession. Donc une situation pas très confortable pour les chefs d'entreprise, ce qui va les inciter à nous sortir à 5 ans et demi. Donc l'idée, c'est vraiment de limiter ou de tenter de limiter le risque pour les souscripteurs via ce dispositif. Exactement, c'est le produit qui offre le plus de visibilité de par la nature des sociétés. C'est un produit qui constitue pour les sociétés un mode de financement à un coût attractif, non dilutif à terme, puisque les chefs d'entreprise savent exactement qu'ils vont pouvoir sortir les actionnaires financiers et à quel prix. Donc c'est un bon équilibre entre des sociétés matures et un rendement qui est prédéterminé, mais avec plus de visibilité que sur un FIP et un FCPI. En tout cas, 3 solutions pour réduire ses impôts et son ISF. Exactement. Karine, merci. Merci Vincent.